pour plus de précisions sur ce sommet, sur le communiqué final, sur le discours du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Essam Abdel Fattah, qui est professeur d'analyse de discours politique. Bonsoir, Dr Essam Abdel Fattah, ravi de vous avoir parmi nous en ligne, en direct. Merci, bonsoir. Merci à vous. Et justement, on parle d'un sommet extraordinaire du monde arabo-islamique. Certainement, les différents discours ou les discours des différents participants se penchaient sur la même question, avec les mêmes demandes, les mêmes condamnations. Justement, pour commencer, qu'est-ce qui serait nouveau cette fois-ci? À quel point le monde arabo-islamique est-il en mesure justement d'attirer l'attention du monde en général, du monde entier, sur la nécessité d'agir un an ou un peu plus d'un an même après le début de l'agression israélienne contre la bande de Gaza, et qui s'est poursuivie certainement avec une guerre contre le Liban? Eh bien, écoutez, parce que c'est l'importance, en fait, qu'acquiert cette conférence ou ce sommet, généralement. Oui. C'est la seule importance, c'est que, bon, ça constitue un chaînon dans une longue chaîne. Oui. Bon, de protestations, contestations, appels, condamnations. C'est le même discours, c'est-à-dire le discours qui condamne Israël, qui exprime l'indignation du monde arabe et islamique contre Israël et qui appelle tout le monde, toutes les instances internationales à se mobiliser, c'est-à-dire assumer la responsabilité vis-à-vis du carnage qui se déroule actuellement en Palestine. Oui, ça c'est bon. Voilà, c'est une des voix qui s'élève et qui crie tout le temps. Mais moi, certainement, ça c'est vraiment le cadre général, ou bien la seule importance que peut acquérir cette conférence ou ce sommet, puisqu'il y a à côté deux organisations. Ça, c'est la Ligue arabe d'un côté, et l'OCI. Il y a aussi le sommet islamique, l'OCI. Voilà. Oui, et ça fait, on a entendu le discours du président égyptien, le discours aussi de Mohammed Ben Salman, qui condamne. Or, est-ce que, à mon avis, c'est que peut-être il vaut mieux peut-être poser a priori, préalablement, une question avant de répondre à la question que vous venez de poser. Est-ce que ces appels pourraient aboutir à une conséquence? Je pense que non. Pourquoi? Parce que vous appelez qui? Les instances internationales, les Nations Unies, les instances unies maintenant ont fait preuve d'échec total. Parce que les Nations Unies, en fait, ont été établies, ont été formées conformément à une certaine loi. Et quelle est cette loi? C'est-à-dire une loi qui est toujours favorable aux superpuissances. C'est-à-dire il faut écouter d'abord, il faut chercher l'intérêt des superpuissances pour savoir exactement comment pourra-t-on interpréter la loi. Et en faveur de qui? Eh bien, écoutez, il y a quand même très longtemps, il y a un an, peut-être plus d'un an, que jusqu'à maintenant les carnages se succèdent et le génocide continue. Et de plus, Netanyahou déclare à tout le monde qu'il va aller jusqu'au bout. Et c'est-à-dire que même l'administration de Biden plusieurs fois a exhorté Netanyahou d'arrêter le carnage et de permettre l'acheminement des aides, les aides de nourriture alimentaire. Donc, et pourtant, il n'a pas réagi en faveur de cette décision. Il a continué son chemin et les États-Unis, certainement, les mains complètement liées. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même savoir, moi je l'ai dit plusieurs fois, peut-être ici, c'est que ça me fait penser à la phrase historique qu'a prononcée Jacques Chirac quand il a visité Jérusalem. C'était dans les années 90. Oui. Il a dit simplement, et je ne cesse vraiment de me rappeler cette phrase, parce que ça c'est une phrase vraiment qui illustre ce qui se passe dans la réalité. Il dit, avant d'aller à Israël, j'ai cru que ici Israël constitue le 51e État des États-Unis. Parce qu'on sait très bien les États-Unis c'est 50 États, Israël c'est le 51e État. Ça c'est avant la visite. Et après avoir donc ici effectué cette visite, il était de retour à Paris. Il a dit, avant ma visite, j'ai pensé que Israël était le 51e État des États-Unis, mais maintenant, je me suis rendu compte que les États-Unis constituent une partie de la province israélienne. Un village d'Israël. Oui. Ça veut dire qu'Israël, en fait,
maîtrise, domine la décision. Alors maintenant, vous tenez des conférences. Pourquoi faire? Est-ce que pour simplement s'adresser aux États-Unis, qui est dominé complètement par les Israël? Non. Alors regardez, c'est-à-dire Israël depuis très longtemps même, eh bien, souhaite le retour de Trump. Pourquoi? Parce que Trump, c'est lui qui a approuvé et qui a aussi baptisé, c'est le transfert complètement de la capitale à Jérusalem, capitale d'Israël. Et on ne sait pas, le pire certainement va venir. Vous pensez que le pire va venir, Dr Hassam Abdel Fattah? Ça, c'est très sérieux, ce que vous venez justement de préciser. Voilà, j'aimerais bien avancer de 2 points, si vous me le permettez. C'est-à-dire, aujourd'hui, le chef de l'État, le président Abdel Fattah ici, a insisté sur ce point, en fait, en parlant des violations israéliennes du droit international et du droit humain. Il a dit que le monde était en croisée de chemin vis-à-vis des agressions et des exactions israéliennes. C'est aussi, il y a quelques petites minutes, c'est le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboulghit, qui a parlé de la nécessité de suspendre Israël au sein des Nations Unies. Il a même expliqué qu'il ne s'agit pas de l'exclure, il ne s'agit pas d'adhérer, c'est-à-dire, mais c'est une nécessité aujourd'hui au sein de la communauté internationale de suspendre Israël au sein de cette organisation mondiale. Est-ce que le moment, est-ce que ça a changé? C'est-à-dire, ce sont les États-Unis avec un nouveau président aujourd'hui, Donald Trump. Vous ne pensez pas que les choses peuvent changer? Non, parce que suspendre Israël équivaut à suspendre les États-Unis. Non. Est-ce qu'on peut suspendre les États-Unis? Écoutez, parce que le principe en fait qui régit les rapports, les relations internationales, il y a 2 principes. 2 principes qui régissent les relations internationales. Oui. C'est-à-dire que, parce que nous vivons à une époque où vraiment ce qui domine, c'est pas la loi. Non, c'est pas la force de la loi, mais c'est la loi de la force. Ça veut dire quoi la loi de la force? Ça veut dire justement, c'est que après même le jugement qui a été prononcé par la Cour internationale contre Israël, quelles étaient les conséquences? Je ne comprends pas. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que chaque fois on est étroitement lié aux États-Unis, hein, quand même. Le Fonds monétaire international, les États-Unis, donc tout le monde a besoin des États-Unis. C'est la superpuissance du monde. Et tout le monde a des rapports, et que tout le monde, en fait, dans ces relations internationales, justement, est toujours soumis. Et les sujets, un seul principe, c'est l'intérêt de son pays. L'intérêt exige aussi d'être, comme ça, un peu subordonné aux États-Unis. Alors, et que de fois vous appelez les États-Unis, vous appelez les instances internationales à mettre fin à ces carnages. Quelle était la réaction des Nations Unies? Les États-Unis pourraient toujours, du jour au lendemain, opposer son veto. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà, c'est pourquoi aussi on a été témoin de demandes qui se multiplient vis-à-vis de la communauté internationale d'assumer leurs responsabilités vis-à-vis de cette question, d'exercer une certaine pression sur Israël, au moins pour se retirer de la bande de Gaza, pour simplement arrêter ces exactions. Encore une fois, et là aussi c'est un point très important, si vous me le permettez, c'est-à-dire, encore une fois, retour à cette solution à 2 États, la déclaration de Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine. Encore une fois, ça fait partie du communiqué final de ce sommet arabo-islamique. Est-ce que... Non, oubliez complètement la solution à 2 États, c'est fini, parce que tous les analystes actuellement se détournent complètement de cette solution. Et bon, pourquoi? Parce que actuellement, il n'y a pas lieu de parler de 2 États, puisque ici, c'est fini. Hein. C'est 2 États, moi je le considère, en fait, c'est un choix qui est très faible, et vraiment, c'est que la scène est complètement dramatique, puisque actuellement, les opérations israéliennes, c'est fini, Gaza, et puis après, même les colons israéliens se poursuivent à la Cisjordanie, et que même Israël, s'oriente vers le sud du Liban, et peut-être il va grignoter également une partie de l'Irak, on ne sait pas, et regardez la droite, l'extrême droite, c'est-à-dire israélienne actuellement, et il y a des manifestations de joie dans la rue, et
demande même au commandement militaire de continuer les opérations pour mettre en place le Grand Israël, tel qu'il est justement, tel qu'il est édicté par leur Bible, eh bien le Torah, voilà. Ça c'est l'idée. Ça c'est la situation actuelle. Et qu'actuellement, toutes les instances internationales sont incapables, inaptes justement à prendre une décision susceptible d'être mise en œuvre sur le plan international. Le droit international normalement est en faillite totale. Alors donc les conférences, enfin, on fait ce qu'on peut, d'accord, mais est-ce que par exemple, je vous donne un bon exemple. Oui. Est-ce que les pays arabes sont capables d'utiliser, à titre d'exemple, l'arme du pétrole? Qu'est-ce qui les empêche de le faire? Pourriez-vous me le dire? Comme on l'a utilisé au cours de la guerre du 6 octobre, est-ce que les États, c'est-à-dire les États conduits par exemple, disposant d'une grande richesse pétrolière, voilà, qu'est-ce qui les empêche C'est une autre époque, voilà. d'utiliser l'arme? Pourquoi? C'est un nouvel ordre mondial et c'est un nouveau contexte, voilà. Oui, parce que c'est l'intérêt. C'est l'intérêt. Okay. C'est-à-dire que c'est ça. Très bien. Alors, ça c'est la situation. Enfin, ça peut être ici le sommet, ça va être davantage de pression sur l'opinion internationale. Et pourtant, on ne voit pas. Macron lui-même, lorsqu'il a dit à Netanyahou, n'oubliez pas qu'Israël, ici, est né de la résolution des Nations Unies en 1945. Regardez la réaction d'Israël, et puis il semble que Macron, il a retiré son discours, et puis après, justement, il a presque présenté ses excuses. Enfin, eux, ils tiennent complètement l'Israélien. Les Juifs tiennent les rois des États européens. Très bien, j'aimerais bien revenir, voilà, c'est peut-être l'image telle que, telle qu'elle est décrite par vous, par l'actualité qui l'impose. Certainement, j'aimerais bien revenir aux propos du président Abdel Fattah el-Sisi lorsqu'il a condamné, lorsqu'il a insisté sur la condamnation de l'Égypte de cette campagne de meurtre systématique, je cite en fait, et qui vise et qui cible les civils dans la bande de Gaza, et au nom de l'Égypte, il déclare franchement, selon ses propos, nous nous défendrons contre tous les plans visant à liquider la cause palestinienne, soit par le déplacement de populations civiles, soit par leur transfert forcément, ou par la transformation de Gaza en un lieu invivable. Est-ce que justement nous n'accepterons en toutes circonstances, nous réitérons que la condition essentielle pour réaliser la sécurité et la stabilité est justement transférer d'un système régional fondé sur le conflit et l'intimité à un autre basé sur la paix et le développement. Encore une fois, on parle de la paix. Est-ce que l'Israël n'est pas à la recherche de la paix aujourd'hui et de la sécurité dans la région? La paix, c'est pour Israël a une définition complètement différente. C'est le retour, c'est mettre en place le Grand Israël. Ça, c'est la paix pour Israël. C'est de se débarrasser justement de ses voisins qui l'entourent. Qui l'entourent complètement. Alors, ça, c'est la paix pour Israël. Donc, vous voyez, nous sommes en face, en fait, de deux mondes, deux univers complètement différents. Je comprends ça. Regardez, Qatar hier, à titre d'exemple. Qatar a déclaré, c'est-à-dire que officiellement a déclaré à tout le monde la médiation, oui, qu'elle arrêtera justement de servir de médiateur pour ce problème. Certainement, ce qui a bien sûr fâché aussi les familles d'otages, les otages israéliens, bien sûr, parce qu'on comptait sur Qatar comme on a besoin d'intermédiaires. Mais quelle était la réaction du gouvernement israélien? On s'en fout complètement. Pensez-vous que Netanyahou en fait s'occupe ou bien s'intéresse aux otages? Non, il va les considérer comme martyrs pour créer la grande Israël. C'est fini. Parce qu'en fait, la majorité, c'est une majorité religieuse qui soutient la jeunesse israélienne soutient Netanyahou dans sa politique. Et même actuellement, Biden aussi soutient. C'est-à-dire qu'il doit afficher à tout le monde qu'il est contre. Mais
il y a un carnage, il y a des carnages, une série de carnages que l'histoire n'a jamais vu pareil, vous voyez. Docteur Essam Abdel Fattah, j'aimerais bien qu'on garde, voilà, je dois le dire, on aimerait bien garder un certain espoir, que ce soit vis-à-vis justement ou suite à cette conférence arabo-islamique, on aimerait bien voir un certain changement. C'est-à-dire aujourd'hui, on a parlé clairement et directement de la responsabilité de la communauté internationale et on a dit aussi que voilà, c'est la Palestine aujourd'hui, c'est la question palestinienne qui gagne du terrain, c'est-à-dire il y avait tout un monde qui négligeait voilà, cette question palestinienne, qui était contre les Palestiniens pour Israël et qui est témoin aujourd'hui des exactions israéliennes et des violations du droit humain et du droit international. Et ils ont avancé même comme preuve la déclaration de l'État de Palestine par un certain nombre d'États, des condamnations qui se multiplient. Et voilà, on va peut-être aussi garder l'espoir puisque c'est le secrétaire général de la Ligue arabe qui, encore une fois, je le rappelle, a appelé directement à une suspension d'Israël au sein des Nations Unies. On aimerait bien garder un certain espoir. Je vous remercie infiniment, Dr Essam Abdel Fattah. Vous êtes professeur d'analyse de discours politique. Merci beaucoup de vos explications. Là, Madame, Monsieur, je vous rappelle qu'un sommet arabo-islamique conjoint justement s'est tenu aujourd'hui à Riyad pour discuter des agressions israéliennes dans les territoires palestiniens et au Liban, ainsi que des développements d'ordre régional. Le sommet vise surtout à renforcer la solidarité arabe et islamique dans les efforts visant à mettre un terme à l'agression israélienne en Palestine et au Liban, comme on vient justement de le préciser, à plaider pour une solution juste à la question palestinienne. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdel Aati, a participé, je vous le rappelle, hier à la réunion ministérielle préparatoire à ce sommet. Le sommet arabo-islamique tenu à Riyad s'inscrit dans le prolongement d'un précédent sommet qui s'était tenu à Riyad le 11 novembre 2023 et qui avait porté sur la guerre israélienne contre la bande de Gaza selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le ministère a condamné la poursuite des crimes et violations israéliens contre les Palestiniens ainsi que les attaques au Liban, soulignant les graves risques qui pèsent sur la sécurité et la stabilité régionale. Les tensions régionales se sont intensifiées en raison de l'offensive meurtrière d'Israël sur la bande de Gaza, une offensive qui a fait plus de 43 000 morts, principalement des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre 2023. Le conflit s'est étendu au Liban, Israël lançant des frappes meurtrières dans tout le pays. Selon les autorités sanitaires libanaises, plus de 2700 personnes ont été tuées et plus de 12 500 autres blessées dans les attaques israéliennes depuis octobre 2023. Malgré les mises en garde internationales avertissant que la région du Moyen-Orient était au seuil d'une guerre régionale en raison des attaques incessantes d'Israël contre Gaza et le Liban, Tel Aviv a élargi le conflit le 1er octobre 2024 en lançant une attaque au sol contre le sud du Liban. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdel Aati, a participé dimanche à la réunion ministérielle préparatoire de ce sommet qui doit prendre fermement position contre les crimes odieux commis contre le peuple palestinien et les violations israéliennes continues des lieux saints en Palestine. Le sommet vise également à renforcer la solidarité arabe et islamique dans les efforts visant à mettre un terme à l'agression israélienne en Palestine et au Liban et à plaider pour une solution juste à la question palestinienne garantissant le droit du peuple palestinien à établir un État indépendant. Lors de la réunion ministérielle préparatoire de ce sommet, Abdel Aati a prononcé une allocution de circonstances abordant plusieurs points importants, dont la condamnation de l'agression israélienne continue contre Gaza depuis plus d'un an, au milieu d'un silence international inacceptable, ainsi que la poursuite des attaques en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Abdel Aati a insisté sur la nécessité d'arrêter immédiatement cette agression et a passé en revue les efforts égyptiens pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza et permettre l'acheminement d'une aide humanitaire complète et sans condition.
L'escalade de la violence dans les territoires palestiniens et libanais, y compris l'agression israélienne brutale, a contraint les dirigeants arabes et islamiques à prendre des mesures urgentes, indique un communiqué de l'agence de presse saoudienne. Les ministres des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite, de l'Égypte, de la Jordanie, du Qatar, de la Turquie, de l'Indonésie, du Nigeria et de la Palestine, ainsi que les secrétaires généraux de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique, ont pour objectif d'engager une action internationale immédiate pour mettre fin à la guerre contre Gaza et parvenir à une paix durable et globale. Eh bien, à présent, Madame, Monsieur, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct Dr Moustapha Tamem, qui est un analyste